En direct de la capitale congolaise Kinshasa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici la vitrine. Vital Kamerhe s'est montré un homme conciliant lors de l'ouverture de la session ordinaire de septembre de ce lundi 15 septembre 2025, alors qu'il est visé par une pétition en vue de chercher son départ à la tête de la chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a demandé pardon à ses collègues députés nationaux, mais ces derniers ne l'ont pas accepté. Malgré les contraintes enregistrées, les députés nationaux pétitionnaires ont enfin déposé leur démarche visant à déchoir les présidents de la chambre basse du Parlement et quelques membres du bureau. Les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Kamerhe la gestion opaque des finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale des députés nationaux, les votes des lois dans la légèreté, les retards ou blocages des moyens de contrôle parlementaire. Les détails dans cette édition du journal. Et enfin, estimé à 20,3 milliards de dollars américains, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déposé ce lundi 15 septembre 2025 au bureau de la chambre basse du Parlement le projet de budget 2026. Et ce dernier va mettre l'accent particulier sur les questions sécuritaires, sociales et agricoles. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Je vous retrouve dans un instant pour les détails. Très heureux de vous retrouver encore ici à Bossolo Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour, nous sommes bien sûr dans la ville-province de Kinshasa, direction Parlement congolais, où le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a ouvert ce lundi 15 septembre 2025 la session ordinaire de septembre au Palais du Peuple, axée essentiellement sur le budget. Dans son allocution, le speaker de la chambre basse du Parlement a insisté sur la loi des finances pour l'exercice 2026 et sur l'insécurité dans plusieurs régions du pays. L'occasion faisant bien sûr l'hilarant, Vital Kamerhe a réagi à la pétition lancée contre lui ainsi que certains membres du Parlement. Il a fini par présenter ses mea culpa aux élus nationaux. Regardez ici les reportages signés par Nadine Mayombe. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont enfin repris le chemin de l'hémicycle ce lundi 15 septembre 2025. Cette session ordinaire de septembre reste essentiellement axée sur les questions budgétaires. L'occasion a été propice pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de rappeler dans son discours d'ouverture les priorités que se fixe sur la chambre basse du Parlement, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République et l'examen et adoption des lois des finances pour l'exercice 2026. Informé d'une pétition à son encontre, Vital Kamerhe n'a pas manqué de réagir. Il a cependant formulé des excuses aux élus du peuple. Dans un discours solennel, il a considéré cette initiative comme un exercice parlementaire légitime, appelant à une évaluation plus équilibrée à la lumière des progrès réalisés. Pour Kamerhe, la pétition illustre la vitalité démocratique en République démocratique du Congo. Ce type d'initiative témoigne de l'engagement du parlementaire à répondre aux attentes de la population, a-t-il affirmé, insistant toutefois sur les avancées notables déjà réalisées pour répondre aux préoccupations des citoyens. Évoquant un contexte marqué par des défis économiques, sociaux et humanitaires, il a exhorté les députés à privilégier le dialogue et la collaboration plutôt que de démarches pouvant accentuer les divisions internes. Cependant, Vital Kamerhe a mis en garde contre toute action susceptible de paralyser les fonctionnements de l'Assemblée nationale. Je l'ai bien sûr annoncé au sommaire, les députés nationaux pétitionnaires ont déposé leur initiative visant à déchoir le président de la chambre basse du Parlement. Les pétitions ont été réceptionnées au cabinet du premier vice-président de la chambre basse du Parlement, Isaac Chilumbai. Un huissier de justice a été présent pour valider les dépôts des 10 pétitions. Puis après la plénière du jour, les pétitionnaires se sont rendus au cabinet de Vital Kamerhe où ils ont trouvé tous les bureaux fermés et sous tension. Les initiateurs ont insisté pour que les pétitions soient bien sûr déposées aujourd'hui bien sûr, mais d'après les dernières informations, d'après nos reporters qui étaient sur terrain, bien évidemment, ces députés pétitionnaires ont déposé bien évidemment leurs pétitions et les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Kamerhe de la gestion opaque des finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale
social des députés, le vote des lois dans la légèreté, le retard ou blocage des moyens de contrôle parlementaire. D'après les députés Crispin Bindou, les membres des lignes pour la démocratie et le progrès national, pour le progrès social et ancien de l'UNC de Vital Caméré, un des signataires de ces pétitions. Et ces pétitions ont déjà recueilli plus de 200 signatures, dépassant ainsi le seuil de recevabilité des pétitions selon les signataires. Et juste après cette cérémonie d'ouverture, les députés nationaux se sont exprimés sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que sur l'examen et l'adoption des lois des finances pour l'exercice 2026. Ils ont estimé que ce budget doit être à la hauteur pour répondre à tous les secteurs de la vie. Et suivez-les tour à tour au micro de Nadine Mayombe et Roublin Bamba. Connaissant le besoin de notre peuple, d'un plus grand pays comme le nôtre, ce budget reste toujours insignifiant. Mais je crois que c'est un budget qui est réalisable compte tenu des différentes réformes qui ont été initiées. Donc je ne peux que dire que ce pays mérite des budgets beaucoup plus importants que celui-là, mais je me contente d'observer une variation, un accroissement positif par rapport au budget de l'année passée. Malgré les efforts diplomatiques qui sont fournis sans relâche par le chef de l'État, le gouvernement de la République et la diplomatie parlementaire, nous ne pouvons que continuer à fournir des efforts. Peu importe la durée que prendra cette insécurité, cette occupation, la paix finira par être rétablie. Vous savez, comme vous savez, la session de septembre, elle est principalement mise à part pour régler, gérer les questions de budget. Et je pense qu'avec les honorables députés, les collègues, nous allons nous y atteler. Et comme vous savez, un budget, ça nécessite de prendre du temps, d'étudier, d'analyser pour pouvoir définir si effectivement c'est suffisant. Au vu des tâches, au vu des besoins qui sont primordiaux dans quasiment tous les secteurs de la République, nous allons nous y atteler et voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça. Nous déplorons tout d'abord tout ce qui se passe à la partie est de la République démocratique du Congo et dans tout le Congo en général. Et nous, notre rôle en tant que députés, comme j'ai dit, c'est de veiller à ce que les institutions et que la population soient la plus apaisée possible. Nous allons faire ce qui est notre devoir en tant qu'Assemblée nationale, en tant que députés, pour mettre en place un cadre nécessaire et faire avancer les choses dans ce côté-là. Je pense que nous sommes déterminés, comme le président de la République, à l'accompagner pour agir dans le sens d'en terminer définitivement avec cette guerre qui n'a que trop duré. Les anciens budgets ont aussi réservé et ont aussi fait de la question sécuritaire la priorité des priorités. Mais pour que nous sachions ce qui a été fait durant l'exercice 2025, il va falloir que nous puissions d'abord examiner les propositions de loi sur la reddition des comptes. Et quand il y aura reddition des comptes, c'est à ce moment-là que nous allons savoir de quelle manière le gouvernement a dispatché les moyens qui ont été mis à sa disposition. Mais pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec le président pour que notre budget, le budget 2026, non seulement devra s'occuper de la situation sécuritaire et de la situation des conditions sociales des non-vaillants militaires, policiers, Ouazalendo et autres, ainsi de suite, mais il y a aussi, étant donné que la RDC c'est un vaste pays, tout ça, où il y a plusieurs défis sur le plan des infrastructures et ce budget devra aussi réserver une part importante. Je vous garde encore à la Chambre basse du Parlement. Parmi les députés nationaux qui ont pris part à l'ouverture solennelle de la rentrée parlementaire de ce lundi 15 septembre 2025 au Palais du Peuple figure le député national Jacques Collin et Foya Bokeko. S'inscrivant dans cette session budgétaire, l'élu de Bokungu a salué la nécessité de traiter cette question ainsi que la question sécuritaire qui reste une priorité pour la population de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Esther Yaoumé et Bamba. À l'issue de 3 mois passés dans son fief électoral, Jacques Collin Efoya a été aux côtés de ses collègues ce lundi 15 septembre 2025 lors de l'ouverture de la session ordinaire à la Chambre basse du Parlement. Ayant suivi le discours d'ouverture du président Vital Kamerhe avec une attention soutenue, l'élu de Bokungu s'est focalisé sur la nécessité de la matière inscrite au calendrier de cette session, axée sur les questions essentiellement budgétaires. Jacques Collin Efoya s'est également prononcé
prononcé sur la question sécuritaire qui reste une priorité pour les élus nationaux. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la rentrée parlementaire et la session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. Mais dans un contexte, pour cette fois, c'est dans un contexte particulier où le pays est attaqué. Et avec comme on dit en économie, les ressources limitées, besoins illimités, nous allons, nous comme autorité budgétaire, donner ou doter le pays d'un budget réaliste qui tient compte des réalités du pays, notamment la guerre à l'Est, mais aussi le social des Congolais. Et c'est notre travail de doter le pays d'un budget réaliste. Et là aussi, nous allons insister parce qu'à chaque fois, nous parlementaires, nous parlons, mais souvent le gouvernement ou le budget ne résout pas le problème. Mais cette fois-ci, nous allons essayer encore au courant de cette session de faire en sorte que le budget soit réaliste et que le budget réponde réellement aux besoins des Congolais. Mais nous sommes dans un contexte particulier où la guerre à l'Est demande énormément de ressources. Mais bon, aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire. Venez nous voir au courant de la session et surtout lorsqu'on aura à débattre sur la loi des finances, le budget 2026. Et là, je serai plus outillé pour vous donner plus de réponses. Investi pour le développement de l'espace Grand Équateur, le député national Jacques-Colin Ifouya n'a cessé de plaider pour des actions de grande envergure dans les 5 provinces qui constituent le Grand Équateur, notamment la réhabilitation de la route Badolite-Guémena, Lissala et celle de la nationale numéro 8 qui va de Mbandaka à Ikela en passant par Bwende. Et vous le savez, la session de septembre reste essentiellement budgétaire. Et pour ce faire, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé ce même lundi 15 septembre 2025 au président de la Chambre basse du Parlement les projets de la loi des finances pour l'exercice 2026. La remise solennelle de ces documents a eu lieu en présence de certains membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Regardez. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat.
conformément à la procédure bicamérale. Changeons de chapitre à présent. Au cours d'une activité officielle tenue dimanche 14 septembre 2025, Timothée Kaboulou a annoncé son adhésion au parti politique Alliance Congolais Progressiste. Cher agent Ngobila, il a précisé cependant que seule la réalisation de l'ACP accomplie jusqu'à présent l'ont motivé à y adhérer. Julia Kamoya et Jérôme Lozolo. Accompagné de sa base venue des divers coins de la capitale, Timothée Kaboulou a adhéré de son propre gré à la formation politique Alliance des Congolais Progressistes ACP, parti cher à l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. En tant que collaborateur de longue date de Jean-Tini Ngobila, Timothée Kaboulou a motivé son adhésion par les réalisations accomplies jusqu'à présent par l'ACP, dont son autorité morale incarne des valeurs républicaines. En tout cas, sur le 900 partis existants, je crois que ça doit être plus en République démocratique du Congo. J'ai choisi l'ACP aujourd'hui par rapport aux réalisations déjà de l'homme de l'ACP, l'autorité morale Jean-Tini Ngobila, avec toutes ces réalisations. Et j'ai compris en cet homme, si on lui avait encore accordé une chance, il pourrait encore réaliser beaucoup de choses. À travers cette adhésion, Timothée Kaboulou manifeste son souhait d'apporter sa contribution au développement du pays. Moi, je suis d'abord l'enfant de la maison. Ça fait 26 ans ou plus que je connais Jean-Tini Ngobila. Et je sais en fait le pouvoir de cet homme, les réalisations de cet homme. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Je l'ai accompagné dans beaucoup de choses et je sais que si encore je reviens aujourd'hui à la maison, ensemble avec moi, je pourrais aussi apporter ma pierre par rapport à la construction de notre beau pays qui a beaucoup de défis à relever. Ces nouveaux membres de la CP appellent tous les Congolais à accompagner et soutenir la vision de Jean-Tini Ngobila et du chef de l'État Félix Tshisekedi au profit de la nation congolaise. Et de l'autre côté, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, Moïse Monidela, président du parti politique CONAD, s'est exprimé sur les avancées démocratiques en République démocratique du Congo. Les défis sont encore présents, mais les jeunes ont un rôle crucial à jouer. Grady Ponty. Chaque 15 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie. Une journée qui rappelle l'importance du dialogue, de l'inclusion et des institutions fortes. En République démocratique du Congo, pays démocratique de droit, la réalité reste contrastée. Le président du CONAD, Moïse Monidela, salue la symbolique de cette journée. Il souligne les avancées enregistrées comme la liberté d'expression et le pluralisme politique. Mais il reconnaît que beaucoup reste à faire pour garantir une démocratie stable et inclusive. Donc c'est une journée des libertés. La démocratie a plusieurs définitions. Mais moi j'aime bien la définition en dehors de celle le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Moi je dis que c'est un régime de liberté. Il y a des avancées, par exemple, il y a des journaux libres. Je viens d'une émission où je me suis exprimé librement. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on va m'arrêter pour ça, parce que je ne suis pas injurieux. Mais à l'époque déjà de Mobutu, il n'y avait pas de journaux libres, il n'y avait pas de télé libres, les gens ne pouvaient pas s'exprimer. C'était la pensée, les enseignements d'un homme. Quand on parle des avancées, il y a des choses qui stagnent. À la jeunesse congolaise, il lance un appel à la responsabilité et à l'engagement pour que la démocratie devienne une réalité vécue et non un simple idéal. Je dis, la jeunesse congolaise, vous avez la chance que nous, peut-être nous, vos vieux, n'avons pas. La chance, c'est qu'aujourd'hui, avec les médias, les réseaux sociaux, donc c'est une chance donc, que vous pouvez viser. Il ne faut pas que ce soit seulement, excusez-moi, la nudité qu'on nous envoie à la télé, des antivaleurs, mais il y a des idées que les gens peuvent envoyer. C'est une chance énorme. Profitez de l'espace que vous avez. Moïse Monidela rappelle enfin que la démocratie ne se limite pas aux élections. Elle se construit chaque jour par l'action collective et la conscience citoyenne. La démocratie ne doit pas être l'achat de conscience. Tous ceux qui vont dans le sens d'achat de conscience peuvent mettre de côté. C'est la démocratie qui permet aux gens de discuter, de parler, et voilà, librement. Mais si les gens ne parlent pas, si les gens n'échangent pas, si les gens ne discutent pas, si les gens n'expriment pas, les gens seront étouffés.
On quitte la ville-province de Kinshasa, nous sommes à présent dans la partie est-sud de la République démocratique du Congo, en présence du représentant du chef de l'État. La province du Haut-Katanga a vibré au rythme d'un culte patriotique dans le bâtiment de l'hémicycle provincial, conduit par les représentants légaux de l'Église du Réveil au Congo. Son éminence, l'archevêque Jibayama Pia, en seul message, a été au centre de ce culte patriotique, celui de l'unité autour des institutions légalement établi et de l'abolition, bien sûr, du tribalisme en République démocratique du Congo. Regardez. Le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a accueilli le culte patriotique de l'Église de Réveil du Congo et RC. Plein comme un œuf, la salle de l'hémicycle a reçu plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs. L'archevêque président et représentant légal de l'Église de Réveil du Congo et président de la plateforme de confession religieuse, le gouverneur du Haut-Katanga, le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, sciences, culture et arts, associations et questions religieuses et plusieurs confessions religieuses représentées. Quelques temps forts ont caractérisé ce culte patriotique de paix et de réconciliation arboré sous la thématique « Une Église unie pour une nation forte ». La présentation de l'initiative, le message de l'archevêque Évariste Ejibayama Pia, le mot de son Excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que l'installation des comités de la région de l'Église de Réveil du Congo, Grand Katanga et ceux provinciaux du Haut-Katanga. C'est dans une ambiance de convivialité et d'unité que tout s'est clôturé. Nous avons dit une Église unie pour une nation forte. C'est par là que nous avons montré que notre unité en tant que Congolais, c'est autour des institutions de la République. Notre unité en tant que Congolais, c'est autour des lois de la République et donc la Constitution. C'est à ce titre que nous avons dit que le tribalisme n'a pas de place. Le message de haine, ça n'a pas de place. Les messages séparatistes, ça n'a pas de place. Et que tous comme peuple, nous puissions travailler pour le développement du Congo. Quelques participants à ce culte patriotique de paix et de réconciliation n'ont pas caché leur satisfaction et encouragé l'archevêque président et représentant légal de l'Église de Réveil du Congo pour ce vibrant message d'unité distillé à ce jour. Nous sommes tellement ravis de ce qui vient de se passer ici, vu que nous avons vu l'archevêque représentant légal et du message qu'il a véhiculé aujourd'hui pour l'unité de toutes les églises. Vraiment, nos impressions sont tellement bonnes. Nous les soutenons. Nous sommes vraiment derrière lui. Nous lui prêtons main forte. Tout ce qu'il pourra décider en tant que notre tête, nous en tant que corps, nous serons toujours derrière. Une église unie pour une nation forte, c'est le message de l'heure. Il fallait retenir aussi le week-end dernier, toutes les églises qui prônent la vision du prophète Simon Kimbangu ont répondu à l'invitation du parti politique Défi conduit par son président national Mortorel Diangenda, rassemblé autour d'un objectif précis. Un seul mot a marqué cette rencontre politique, l'unité autour de la vision du prophète Simon Kimbangu pour sauver la République démocratique du Congo. Regardez ces reportages de Bosco Kabamba et Jérôme Lozolo. Ils sont venus de tout le bord de la capitale congolaise pour répondre à l'invitation du parti politique Défi, conduit par son président national, Martorel Diangenda Katutukidi. Loin du clivage doctrinal, presque toutes les églises qui prônent la vision du prophète Simon Kimbangu étaient présentes. Parmi les grandes figures des églises noires, on peut citer la réserve du Midi, Samuel Massambukidi, Papa Nkusu, Papa Menga Menga et d'autres membres de la société civile. Un seul mot a marqué cette rencontre politique, l'unité autour de la vision du prophète Simon Kimbangu pour sauver la RDC. Prenant la parole, le président national Martorel Diangenda Katutukidi a appelé toutes les confessions religieuses noires à montrer au monde que l'heure est venue pour que les fils et filles de Papa Simon Kimbangu transforment la société congolaise gangrénée par la misère.
Mais la vraie réconciliation, c'est avec Papa Simon Kimbangu. Et Nathan, on se réconcilier, naïe. Donc, on a des choses par différence. Pas mater, dénominateur commun, Nabiso, c'est Simon Kimbangu. Je l'appelle Simon Kimbangu, ça ne me dérange en rien. Échanger un peu qui tient dans la naïveté. Donc, voilà la raison où il y aura été tout qui dit. On a créé partie plateforme, surtout au Kobengango. Mais ce n'est que dans un seul souci. Il y a pour perpétuer l'héritage de Papa Simon. En dehors, il y a ma différence, il y a ma clivage, notre pouvoir, c'est l'unité. Convaincus du message du président national du défi, les membres de différentes églises ont unanimement adhéré à cette formation politique, première dans l'histoire de la RDC au regard de ses ambitions patriotiques. Prenons cette information en santé avant de poursuivre avec cette édition du journal. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a tenu lundi 15 septembre 2025 sa réunion hebdomadaire de coordination sur la situation des épidémies en République démocratique du Congo sous la présidence du ministre des Santé, le docteur Roger Samuel Kamba. À l'ordre du jour, la gestion des épidémies Ebola, des monkeypox et des choléra. Depuis la confirmation d'une épidémie d'Ebola la semaine dernière dans la zone de santé des Boulapé, dans la province du Kasaï, la situation épidémiologique actuelle fait état de 45 cas suspects, 3 cas confirmés et 16 décès. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont renforcé la réponse sur le terrain et le démarrage de la vaccination a eu lieu le 14 septembre 2025. Les prestataires des soins de l'hôpital général des références des Boulapé sont prioritaires et déjà 48 infirmiers sur 85 ont été vaccinés. L'acheminement des matériels de riposte, ambulances médicales, des réanimations moto pour les déplacements des équipes est en cours. Les activités de surveillance, des recherches actives, des cas et des investigations épidémiologiques sont intensifiées et par ailleurs 45 000 doses additionnelles de vaccins sont attendues afin d'élargir la campagne aux prestataires des premières lignes, aux contacts et aux contacts des contacts. Une stratégie de vaccination géographique renforcée sera mise en œuvre et le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec ses partenaires, s'est dit pleinement mobilisé pour endiguer les épidémies et protéger la population. Il mise sur les efforts conjoints sur la surveillance des vaccinations et des prises en charge pour réduire la propagation des maladies et renforcer bien sûr la résilience du système de santé en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, en mission des services dans la province du Haut-Katanga, le directeur général de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation, Étienne Ouchoudi, a pris part lundi 8 septembre 2025 à la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation du logiciel intégré de gestion des droits, taxes et redevances, une étape cruciale pour l'avenir des Logirad. Suivez. Dimanche 7 septembre 2025, arrivé dans la capitale du cuivre du directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades, Étienne Ouchoudi Lutula, accueilli par le directeur provincial de la DGRAD au Katanga Olomami, Michel Katunda Mandevo, ainsi que par les cadres de cette régie financière. Dans une brève rencontre sous la paillote de l'hôtel Pullman Grand Caravia avec les directeurs, chefs de division, chefs de bureau et chefs de ressort, le patron de la DGRAD a rappelé l'objet de son séjour de travail à Lubumbashi. C'est en principe à partir de 2022 que le gouvernement de la République a rendu obligatoire l'utilisation de la plateforme Logirad. De 2022 à 2025, 3 ans après, les COEF et les prestataires hologrammes ont jugé bon de pouvoir s'arrêter un peu et puis évaluer ce qui a été fait jusque-là. Lundi 8 septembre 2025 à l'hôtel Pullman Grand Caravia,
C'est la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation du logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances, Logirad, 3 ans après son lancement en septembre 2022. C'était en présence de la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, du secrétaire exécutif du COREF, Godefroy Misenga, du directeur général de la DGRAD, Etienne Tchoudilutula, et de son adjoint en charge de la réforme et questions techniques, Jean Kamwena, des secrétaires généraux des ministères sectoriels, des directeurs, chefs de division, chefs de bureau, chefs de ressort de la DGRAD, des représentants de l'AFD et de l'Union européenne, ainsi que de services d'assiette. Cet atelier, organisé par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, avec l'appui de partenaires au développement, vise à déceler les faiblesses dans le fonctionnement du Logirad et de proposer des pistes de solutions pour y remédier. De retour dans la capitale congolaise, ce lundi 15 septembre 2025, le centre des formations professionnelles Christ Roi, situé à Kimwenza Mission dans la commune de Mongafula, vient de lancer 2 nouvelles filières parmi tant d'autres qui comptent ce centre. Cette cérémonie a été couronnée par l'inauguration des nouveaux bâtiments pour la formation en coupe-couture et en informatique. Bosco Kabamba pour les détails. L'avenir se prépare dès à présent. La Fondation Christ Roi Asbel est une structure socio-éducative qui milite pour le développement durable dans plusieurs domaines de la société. Ce lundi 15 septembre 2025, elle a lancé 2 filières dans les secteurs de la coupe et couture ainsi que dans l'esthétique. Profitant de l'occasion, le coordonnateur du centre de formation Jules Sylvain Mwamba a encouragé les apprenants en ces termes. Ce centre existe pour vous et c'est entre vos mains que repose sa réussite. Travaillez avec assiduité, discipline et passion. Car, comme le dit l'adage, ce n'est pas dans la facilité que se forgent les grandes destinées. Soyez donc persévérants et courageux, car chaque effort fourni aujourd'hui est une sémence dont les fruits mûriront demain pour vous-même, vos familles et la société tout entière. Séance tenante, les démonstrations de déguisement d'une fille en garçon ont permis d'évaluer les niveaux de la formation, mais également celui du montage d'une tenue sans l'utilisation de machines à coudre. La remise symbolique de brevets de fin de formation a été organisée. Pour rendre l'utile à l'agréable, une coupure du ruban symbolique a permis au centre de formation professionnelle Christ Roi de doter les apprenants de machines à coudre ainsi que d'ordinateurs flambant neufs. Très ému, Ngando Mwali Nana Rose, secrétaire générale de la formation Christ Roi Asbel, a circonscrit l'activité du jour. La journée d'aujourd'hui est dédiée au lancement des 2 filières parce que le centre date déjà. Vous avez vu, on a remis les brevets à titre symbolique. Aujourd'hui, c'était l'ouverture des 2 filières. Il s'agit de coiffure esthétique et de coupe et couture. C'était ça le seul objectif de la journée d'aujourd'hui. Venez vous inscrire, envoyez les enfants, les inscriptions sont gratuites. Parce qu'ici, nous servons même les vulnérables, les démunis. À 8 mois, vous avez une formation complète censurée par un brevet. Pour rappel, la Fondation Christ Roi Asbel compte un centre pour de séances pratiques en esthétique et dans la coiffure, un restaurant et une terrasse moderne. La Fondation Christ Roi demeure proche de la population congolaise pour améliorer le quotidien des Congolais dans la lutte contre les érosions et pour assister les démunis. Au-delà de nos frontières, il faut retenir au Malawi, les électeurs se rendront aux urnes ce mardi 16 septembre 2025 pour élire leurs nouveaux dirigeants. 17 candidats sont en lice. Cependant, au-delà de l'affiche, le vrai défi reste la participation. Celle de 7 avril, des millions d'électeurs sont inscrits alors qu'on estime à plus de 11 millions le nombre des Malawites en âge de vote. Suivez ici le détail avec Edouard Kiamame dans un reportage rendu par Julia Kamoya.
Le Malawi se rendra aux urnes mardi 16 septembre pour une élection présidentielle cruciale alors que le pays est plongé dans une grave crise économique marquée par des pénuries de nourriture et des carburants. Les conséquences du cyclone Freddy en 2023 et de la sécheresse liée à El Nino en 2024 ont ravagé les récoltes et aggravé l'insécurité alimentaire. Outre les scrutins présidentiels, les électeurs renouvelleront également la composition du Parlement et éliront plus de 500 conseillers locaux. L'actuel président Lazarus Chakwera, ancien professeur de théologie et prédicateur, était l'opposant au scrutin de 2019 remporté par les présidents sortants Peter Mutharika. Ces résultats avaient été annulés par la plus haute juridiction du pays, ouvrant la voie à une nouvelle élection en 2020 remportée par Chakwera. Pour être élu, un candidat doit recueillir plus de 50% de voix. Les analystes estiment qu'aucun prétendant n'atteindra cette majorité dès les premiers tours, rendant probable un second tour entre Chakwera et Mutharika. La principale préoccupation des électeurs demeure le coût des denrées alimentaires et des engrais. Pays enclavé et parmi les moins développés du monde, le Malawi dépend fortement de l'agriculture. Plus de 80% de la population vit en zone rurale et pratique une agriculture de subsistance. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons terme à cette édition du journal. Si vous l'avez apprécié, il faut dire grand merci à Edouard Tiama qui l'a supervisé, coordonné. Gédéon Chitumbi m'a permis bien sûr d'arriver chez vous et Dan Boui a assuré la prise de vie. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 17h juste et 19h. Merci et au revoir.